participer via les réseaux sociaux. Ce soir, nous parlons de la Syrie. Le conflit, vous le savez, a commencé il y a plus de 2 ans et demi, en mars 2011. Il a fait plus de 110 000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La coalition nationale syrienne a annoncé mardi la formation d'un gouvernement provisoire. Dans le même temps, des formations kurdes ont annoncé l'établissement d'une administration autonome. Alors, comment ces pouvoirs vont-ils cohabiter ensemble? Se dirige-t-on vers une partition du pays? Peut-on encore espérer une solution politique? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Seveh Izoli Aydin, bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes syrienne, vous êtes kurde, vous êtes présidente de la déclaration de Damas en France, et je précise que le Premier ministre par intérim de la coalition nationale syrienne, Ahmad Toumé, est secrétaire général de votre mouvement, donc de cette déclaration de Damas. Aitam Mana, bonsoir, vous êtes syrien également, opposant, président du Comité national de coordination pour le changement démocratique à l'étranger, et vous êtes hors de cette coalition nationale syrienne. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée et de l'IREMO, avec lequel nous sommes partenaires, professeur des universités. Et avec nous, Adam Bashko, vous êtes chercheur à Noria, institut de recherche sur les conflits armés, la politique internationale, et par ailleurs doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je précise pour nos téléspectateurs que vous étiez en août dernier à Alep. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite le Premier ministre par intérim de la coalition nationale syrienne, Ahmed Toumé, qui vient donc tout juste d'être désigné. C'est un jour historique pour la Syrie et pour les Syriens que nous attendons depuis plus de 50 ans. C'est une nouvelle république. Notre objectif est de servir notre peuple, de leur donner l'avenir qu'ils méritent, de travailler pour eux jour et nuit. En travaillant ensemble, nous arriverons à la société démocratique pluraliste qu'ils méritent. Aitam Mana, un gouvernement provisoire vient d'être formé. Est-ce que vous vous en félicitez? Écoutez, quand on a des ministres qu'on n'a jamais parlé d'eux ou de leur rôle de militants contre ce régime, ici ou là, quand on a des noms inconnus, il y a des gens qui vont regarder, dire que la femme ministre de la Culture à Damas est au moins plus compétente que la femme ministre à Istanbul. Malheureusement, on a donné crédit à un régime dictatorial avec un projet et une idée médiocre. Je crois que la formation d'un simulacre de gouvernement, parce qu'on n'a pas un seul nom respecté et connu dans la société syrienne, donne beaucoup de crédit à notre ennemi. Seveh Izoli Aydin, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Aitam Mana, qui dit finalement que ce gouvernement provisoire n'a pas de légitimité et que ces hommes, et en effet il y a aussi une femme dans ce gouvernement, ne sont pas connus finalement du peuple syrien? C'est souvent le reproche que l'on fait à l'opposition, à la coalition nationale syrienne. On dit finalement ce sont des gens qui vivent en exil à Londres, à Paris, et qui sont déconnectés de la réalité du terrain. Non, ce n'est pas exact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des femmes, des hommes, qui ont depuis très longtemps une histoire de position à l'encontre de ce régime, et aujourd'hui ils sont un peu mis à l'écart. Je citerai par exemple Fida Horani. C'est une femme, oui, non, mais c'est pour dire, ce n'est pas uniquement les gens qui sont médiatisés aujourd'hui, ou qui sont en devant de la scène après le déclenchement de la révolution syrienne, qui ont une légitimité d'être représentants dans ce gouvernement. Et en plus, la question, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'idées, de coalition. Et vous savez que dans cette coalition syrienne, il y a la déclaration de Damas, et vous savez très bien aussi qu'en Syrie, la seule forme d'opposition à ce régime organisé, je ne parle pas d'opposants, il y a eu toujours en Syrie des opposants formidables, des gens qui ont battu cette dictature, qui ont été emprisonnés, qui ont payé trop cher pour leur lutte et pour leurs idées. Mais en tant que forme d'opposition, après le mouvement des frères musulmans qui avaient une stratégie, une idéologie très restreinte et un mouvement armé, il n'y a que la déclaration de Damas qui était une forme d'opposition fiable, qui a réuni une très large... Depuis 2005, cette déclaration de Damas
opération, je rappelle quand même pour nos téléspectateurs, qui est déjà antérieure au début de la contestation syrienne. Mais bien sûr, avant la contestation. Et aujourd'hui, le Premier ministre donc déclaré appartient à ce mouvement de la déclaration de Damas. La déclaration de Damas fait une partie de la coalition. Certes, elle n'a pas, la déclaration de Damas, le rôle qu'on aurait espéré avoir dans cette coalition. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a certains groupes qui dominent la coalition et qu'on aurait aimé que ça ne soit pas comme cela. Or, aujourd'hui, je pense qu'un pas a été franchi avec cet accord et cette constitution de ce gouvernement provisoire. Je pense qu'on est en train d'avancer et de marcher vers une nouvelle stratégie qui est courante. Jean-Paul Chaniolo, cette réaction d'un internaute, ce ne sont pas les dirigeants de la coalition nationale syrienne parcourant en avion les capitales arabes et occidentales à la recherche de soutien qui vont faire quelque chose pour ce pays. Je crois que cette histoire est la façon de présenter jusqu'à maintenant, c'est un peu un faux problème. Je veux dire que là, si on ne remet pas ça dans une dynamique politique, la vraie question, c'est de savoir à quel moment ça se situe. Et je pense que cette idée de gouvernement, il remonte à déjà longtemps. On voulait qu'il y ait un gouvernement et c'est presque un moment incontournable pour pouvoir structurer, fédérer une opposition. On pourrait prendre plein d'autres exemples à travers l'histoire, extrêmement différents, et on verrait qu'à un moment donné, il y a un gouvernement. Alors la question de savoir si les gens sont connus, pas connus... il y a une question de légitimité quand même, parce que certains disent finalement que ce sont les capitales occidentales qui poussent à la formation d'un gouvernement. La légitimité, elle ne se décrète pas, elle se construit. Alors on peut avoir effectivement déjà des éléments forts de légitimité sur lesquels on s'appuie, mais quand on a eu un régime de ce type, il est bien difficile de trouver ces éléments, bien entendu. On a quand même des oppositions qui ont été écrasées pendant des décennies, et ce n'est pas mes amis syriens ici présents qui vont dire le contraire. Donc à un moment donné, il y a des gens qui sortent, ils sont ce qu'ils sont, et c'est à eux de se donner la légitimité que leur combat politique va leur donner. C'est-à-dire que, est-ce que la prochaine... On a entendu tout à l'heure l'idée que c'est un moment historique, eh bien il faut... C'est pas le tout de le dire, maintenant il faut essayer de transformer les choses, et c'est immense comme travail, parce qu'il faut rassembler à l'extérieur, c'est peut-être pas le plus difficile, et encore, mais aussi évidemment rassembler à l'intérieur, et là c'est extraordinairement compliqué, et enfin fédérer l'ensemble. Donc je veux dire que nous sommes à un moment d'un combat politique, d'une dynamique politique. Moi je dirais, ce moment, on ne peut pas le juger en lui-même. Il est important qu'il ait eu lieu. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Structure, fondamentalement, ça structure. Et moi je crois que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, et dans l'oubli de la question syrienne en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à la marginaliser. Il suffit de lire la presse, il n'y a plus beaucoup de choses sur la Syrie, on l'a oublié. L'affaire chimique, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, peut-être, a quand même très largement fait en sorte qu'on s'est dit, ben voilà, c'est réglé, la question des armes chimiques est réglée, donc la question est réglée. Enfin, il y a eu des amalgames un peu rapides. Je schématise en disant ça, bien entendu, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, je trouve que là, on repart sur un élément qui me paraît fort, et on verra bien si la légitimité va se construire dans ce gouvernement. Mais ce moment me paraît important. Pardon, peut-être réagir. Oui, ensuite, excusez-moi, oui, réagir à cela. Cette réaction de dire que ce sont les gouvernements occidentaux qui poussent à cela, moi j'ai le sentiment exactement du contraire. Et j'ai à l'esprit l'exemple de première guerre du Golfe. Vous savez, en 92, les pays alliés ont fait la guerre à Saddam Hussein, et en milieu de la route, alors qu'ils ont incité le peuple irakien et kurde et chiite à se révolter, on les a laissés en milieu de la route et on n'est pas allé jusqu'au bout. Du coup, Saddam Hussein est resté encore 10 ans après cette première guerre donc, de Golfe. J'ai l'impression, au contraire, que les pays occidentaux n'ont pas tellement soutenu l'opposition syrienne, notamment l'opposition à l'extérieur, pour pouvoir se concrétiser dans un gouvernement transitoire de coalition, et qu'au contraire... On a comme le sentiment que Paris, quand même, se démenait en mettant sur pied conférence après conférence, justement pour fédérer cette opposition syrienne. Il faut bien qu'ils compensent un peu leur incapacité à agir pendant tant de temps. Alors là, il faut quand même qu'il y ait quelques éléments d'initiative politique, même si ça arrive bien tard. Adam Bachko, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle va être finalement la marge de manœuvre de ce gouvernement provisoire, qui finalement est pris en étau d'un côté par les groupes, entre les groupes djihadistes et les Kurdes aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les zones qui ont été libérées, ce sont des zones du nord et de l'est. C'est là où se trouvent aussi les Kurdes, qui ont déclaré, certains groupes armés kurdes qui ont déclaré l'instauration d'administration autonome. Donc ce gouvernement finalement est pris en étau entre d'une part les djihadistes qui sont aussi au nord
ELS et ces Kurdes. Alors, Quelle va être sa marge de manœuvre? Il y a cet étau, mais avant même cet étau, il y a une vraie dichotomie qui quand même devient de plus en plus forte. Et si en effet, quoi qu'il en soit, c'est toujours un pas positif d'avoir l'annonce d'un gouvernement, c'est très très tard. C'est très très tard parce que la dichotomie entre l'opposition, l'insurrection syrienne à l'intérieur et l'opposition à l'extérieur n'a jamais été aussi forte. Les institutions qui se construisent, qui fonctionnent de mieux en mieux dans les villes syriennes, encore aujourd'hui, je veux dire, le système judiciaire progresse dans les villes syriennes, le système administratif progresse. En décembre-janvier, quand on est parti, nous sommes partis à Troyes, nous pensions que nous aurions une épidémie de choléra à l'été qui était inévitable. Les médecins d'MSF en parlaient. À l'été, vous n'avez pas cette épidémie, les ramassages d'ordures fonctionnent bien, l'électricité, l'eau, enfin. On a rétabli un certain nombre de services dans la ville d'Alep, à Raqqa aussi. Donc derrière cette image très chaotique, il y a quelque chose qui fonctionne à l'intérieur, sans argent, ce qui est extrêmement impressionnant. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres situations de guerre civile. C'est une administration qui s'est construite avec très très peu d'argent et qui a réussi à organiser des choses. Cette administration est très déconnectée et c'est tout le problème de l'opposition syrienne à l'extérieur de la Syrie. C'est une vraie difficulté. Ce sont des gens... Mais c'est qui cette administration ? Alors, pour vous donner un exemple, à Alep, c'est le mélange de 3 groupes sociaux. C'est le mélange des gens qui ont participé aux protestations de 2011. Donc, ce sont ces gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui... en voyant les autres révolutions arabes, sont descendus dans la rue et se sont mis à se politiser. C'est aussi les notables alepins, des gens qui ont un certain réseau, qui étaient entre le régime et l'opposition et qui ont choisi de s'intégrer dans ces institutions-là. C'est enfin ces techniciens, fonctionnaires qui ont accepté de faire le pas de passer du côté des administrations de l'insurrection. Il faut se rendre compte qu'Alep, c'est des milliers de gens. Ce ne sont pas du tout des choses anecdotiques. Vous avez des milliers de gens qui travaillent pour ce qu'on appelle la municipalité d'Alep. Et eux se sentent complètement, finalement, déconnectés, pas représentés par cette opposition à l'extérieur? Absolument, et vous le voyez dans le fait que les gens qui sont à l'extérieur... C'est ce que dit finalement Haitham Mana aussi d'une certaine manière. D'une certaine manière, les réseaux, mais même les réseaux des gens, des Syriens qui font partie de l'opposition de l'extérieur sont extrêmement différents des réseaux des gens de l'intérieur. Vous avez très peu de communication entre les deux, et lorsqu'ils se parlent, c'est pour, en général, se jeter des invectives. Rajoutez à ça les groupes armés qui sont liés de manière assez forte à l'administration. Ce sont des gens qui se connaissent, sont souvent des gens des mêmes familles, voire ce sont des gens qui sont entre les deux. Ce sont des gens qui, pendant la journée, font leur travail dans l'administration et le soir participent au groupe armé. Eh bien, ces gens-là se sentent encore plus détachés de la dynamique dans l'opposition à l'extérieur de la Syrie. Et est-ce qu'ils ont conscience aussi de ces divisions, justement, de cette opposition syrienne à l'extérieur ? Oui, ils en ont. C'est trop loin pour eux. Alors, trop loin de leurs préoccupations. Les explications, comme toujours dans des situations révolutionnaires, de guerre civile, sont assez conspirationnistes. On va expliquer que c'est la faute de l'Arabie Saoudite, que tout ça c'est les Américains, tout ça c'est Israël. Donc les explications sont conspirationnistes, mais ce qu'ils sentent et ce qu'ils voient, parce que beaucoup d'entre eux font des allers-retours entre Gaziantep, entre les villes turques et la Syrie, c'est que dans le fond, ils ont une opposition à l'extérieur qui a des discussions qui ne les concernent pas, qui sont des discussions sur comment penser le futur ou comment diviser, comment partager les postes sur... C'est comme ça qu'ils le perçoivent, comment partager les postes sur un gouvernement de transition, alors que leur problème, c'est rétablir l'électricité, c'est assurer la fourniture du blé, trouver des armes. Haitham Mana, moi, ce que je ne comprends toujours pas, parce que ça fait quand même 2 ans que vous venez régulièrement sur ce plateau, c'est pourquoi vous ne rejoignez pas, vous, la coalition nationale syrienne ? Pour quelles raisons? Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui, les Syriens de l'intérieur, ceux qui se battent, justement d'une opposition qui est unie? Alors je sais qu'on l'a posé 1000 fois la question, mais je vous la repose encore ce soir. Quel est l'argument majeur? D'abord, j'aimerais bien vous dire que je suis l'un des fondateurs de la déclaration de Damas. Et j'ai quitté la déclaration quand j'ai senti qu'il ne représente plus les ambitions qu'on a voulu regroupés au sein de la déclaration. Maintenant, la déclaration de Damas représente une partie très minime de l'origine. Oui, mais pourquoi pas rejoindre cette coalition nationale syrienne? Deuxième chose, la coalition est préfabriquée après l'annonce de Mme Clinton. La fameuse phrase de Clinton, « expired ». Quand il a dit au Conseil national syrien que ça y est, votre temps est terminé, on a amené les gens à Doha et avec les Khawaja, c'est-à-dire avec M. Chevalier, M. Ford, M. Walks, etc., qui sont là toujours, et on a voulu nous imposer une nouvelle structure avec des pourcentages, avec tout.
Ça veut dire quoi avec des pourcentages? Même les pourcentages pour chacun étaient prêts. Ce qui vous gênait, préparés. le fond du fond, est-ce que ce qui vous gênait, est-ce que c'était les frères musulmans? Parce que non. Ce qui nous gêne, écoutez, si le comité de coordination nationale pour le changement démocratique existe jusqu'à aujourd'hui, sans un centime d'argent de quiconque, c'est parce qu'on a notre indépendance politique et le respect de la population. Parce qu'ils nous respectent, parce qu'on a notre décision politique. Ce n'est pas Chevalier ou Ford qui décide à notre place. Là, vous parlez donc des ambassadeurs de, oui. voilà, Alors, c'est pour ça, moi, je vous dis une chose. Un mouvement qui veut se débarrasser d'un régime dictatorial ne doit pas abandonner notre première indépendance. La deuxième indépendance, qui est la démocratie, doit être à côté de la première. Notre problème maintenant, c'est que l'intervention dans nos affaires et la décision à notre place, c'est lui qui est soumis, c'est lui qui accepte. Et quand il a dit une phrase très importante, les gens travaillent sans argent. Alors quand on sait tous qu'il y a plus de 4 milliards qui sont payés pour ces structures civiles à l'intérieur du pays, on dit comment les gens travaillent sans argent. Alors il y a vol, il y a tout ce qu'on veut de corruption, il y a Syriagate, on a un problème réel. Aujourd'hui, on veut qu'on entre dans cette histoire. Comment? Nous avons notre dignité, notre ligne politique, notre indépendance politique et notre programme démocratique. Quand on a dit qu'il y a le danger de l'extrémisme islamiste. Et c'est vrai que vous l'avez dit sur ce plateau et vous l'avez dit très tôt sur ce plateau. Et personne ne m'a cru. Et tout le monde me disait à l'époque, vous exagérez, vous êtes en train de servir le régime. Maintenant, quand ils voient qu'ils n'ont pas un seul morceau de terrain pour faire entrer un ministre sur le territoire syrien, alors là, c'est grave. S'ils n'ont pas appris, ils sont en train, jusqu'à aujourd'hui, de construire un gouvernement que je défie, madame, de donner les noms des ministres en tant que citoyen syrien. Jean-Paul Chagnolot. Non, moi, je n'ai pas envie d'intervenir dans un débat qui est entre Syriens, mais je trouve toujours un peu, comment dirais-je, regrettable, effectivement, de ne pas avoir une vision à plus long terme. Je pense qu'on a sans doute des désaccords, mais moi, une fois encore, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un Syrien, ce que je ne suis pas. Et puis, on me reproche quelquefois de parler de la Syrie parce que j'ai telle ou telle position. C'était le cas il n'y a pas encore très longtemps, c'était il y a quelques minutes, donc hors plateau. Donc, je crois que on est dans des dynamiques extrêmement complexes. Et je pense que si chacun n'essaie pas de trouver un chemin pour avancer un peu et pas rester figé sur des positions, eh bien, évidemment, le résultat, il est acquis d'avance. C'est tout le monde perd, c'est perdant-perdant. Et c'était très intéressant ce que vous nous avez dit sur Alep, mais je pense qu'on a affaire aussi à des situations assez classique, à la fois très spécifique et tout à fait original, mais classique, c'est-à-dire la question d'une résistance intérieure, d'une organisation, d'une administration intérieure et à l'extérieur des gens qui se battent autrement. Mais on pourrait citer je ne sais combien d'exemples. Par exemple, je ne sais pas, historiquement, là, dès qu'on prend un exemple, on dévie vers d'autres choses, mais la France, dans les années 40, il y avait une résistance intérieure, il y avait un gouvernement qui s'est construit à l'extérieur. Pour prendre l'Algérie, on pourrait prendre plein d'exemples. À chaque fois, c'est complètement différent. On est bien d'accord. Mais je veux dire, ces types de questions se posent. Après, il faut essayer de faire en sorte que ça se fédère. Et des gens d'Alep ont besoin aussi de la légitimité extérieure. Et inversement, quoi. Alors, oui, je vais vous dire, malheureusement, on doit faire une petite pause. On va reparler de la Syrie dans la seconde partie de notre débat. Et je voudrais qu'on parle aussi de cette déclaration quand même de ces groupes armés kurdes qui ont déclaré donc l'établissement d'administration autonome, même si Ayman a dit qu'il ne faut pas utiliser le thème autonome. Et y a-t-il un risque de partition de la Syrie dans un instant? À tout de suite.